De mon point de vue, ce qui m'a toujours intéressé, peut-être d'abord dans ma vie personnelle, puis ensuite dans celle de mes élèves ou de mes étudiants, ce sont les pannes de projet. Ce sont les échecs ou l'absence tout simplement de projet. Et en même temps, je reprends là une problématisation propre à Henri Maldinet. C'est quoi une crise? Eh bien, c'est de ne pas pouvoir réaliser un idéal, son idéal, et en même temps de ne pas pouvoir y renoncer. Hein. Parce que cette double impuissance qu'on trouve au cœur de la crise, elle mène précisément à l'impasse. Et il faudrait en même temps, ça, les psychiatres l'ont relevé depuis longtemps, manifester en même temps la part d'idéalisme dans certains projets, la part d'extravagance ou de présomption, comme on dit en psychiatrie. Je pense par exemple à un élève qui me demandait, avec mon BEP de comptabilité, est-ce que je peux devenir pilote de ligne? Bon, alors là, c'est facile à répondre, mais bon, qu'est-ce que est-ce vraiment un projet? Est-ce quelque chose euh, que l'on ne peut pas formuler justement? Et est-ce que, alors ça c'est une question pratique en même temps, est-ce que on peut aider et comment des jeunes étudiants ou à déterminer quel est leur vrai projet. Vous voyez. Parce que des gens qui ont un vrai projet, ce sont des obstinés, ce sont des gens qui ne se laissent pas dévier de leur voie. Mais bon, comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui, il est très difficile de savoir quelle est sa voie et surtout se dire qu'on peut en changer de direction à tout moment. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est le vocabulaire. C'est Panne le de bien, hein, projet, bon, oui, panne de projet, impuissance. On pourrait associer ça aussi à la panne sexuelle. Je pense que l'orientation, c'est un tout, quoi. On peut pas ouais, dissocier. Derrière ça, c'est la problématique de l'énergie. Voilà. Alors, voilà. notre société répond de manière provocatrice, évidemment, mais c'est pour stimuler la réflexion. Panne sexuelle, aucun problème, il y a des médicaments pour ça. Bon. Panne de projet, c'est la même chose. Alors, panne de projet, c'est le modèle anglo-saxon qui s'impose. Vivre les échecs dans la mesure où, sur ces échecs, on peut rebondir. Et souvent, la réponse, c'est de dire 7 fois par terre, 8 fois debout. Donc, l'idée, l'échec ne contrevient pas au projet. Au contraire, il est une source d'apprentissage. Donc, ça, c'est la vision anglo-saxonne. C'est-à-dire, on apprend dans la bagarre, quoi. On apprend dans la bagarre. Euh, et donc, la question aujourd'hui se déplacerait du côté de l'imaginaire. C'est-à-dire, quel est l'imaginaire que l'on peut mobiliser? Et moi, je dis qu'il n'y a pas d'imaginaire sans. Voilà, qu'est-ce qui nous fait jouir, en fait? Qu'est-ce qui nous fait jouir dans un projet? Alors, on ne jouit jamais seul, hein. On jouit toujours avec d'autres, même si ces autres ne sont pas présents physiquement. Euh, et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions sur la dimension des rêves, la dimension de l'imagination. Et très récemment, j'ai appris que les psychologues aujourd'hui, ils ne font pas passer des tests pour savoir comment on se comporte sur telle ou telle dimension, mais j'ai appris qu'aujourd'hui, qu'il y a une banque de rêves qui est en train de se constituer pour se demander comment nous rêvons à l'époque du premier confinement ou du deuxième confinement. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est comment aujourd'hui on mobilise des énergies sur le rapport à l'avenir. Donc le rapport à l'avenir, il est moins projeté sur la longue durée, parce que la longue durée nous paraît insaisissable. D'ailleurs, c'est un paradoxe, parce qu'on vit ça à un moment où on apprend qu'au cours du siècle dernier, l'espérance de vie a doublé. Hein. Donc on n'a jamais eu une vie aussi longue, avec un temps de travail contraint très court, c'est-à-dire 12%, si on en croit les derniers chiffres apportés par les sociologues. Euh, donc là, on est vraiment là dans un paradoxe. Alors, on ne peut pas dissocier idée d'orientation, idéal et idéologie. Je crois que tout ça, pour une époque donnée, c'est intrinsèquement lié. Alors, revenons à l'exercice particulier de la personne qui dit je suis en BEP tertiaire et je vais être pilote de ligne. Bon, alors,
prend acte, alors je me mets dans la peau d'un conseiller d'orientation ou d'un professeur de collège, professeur principal, etc., qui demande à ses élèves, lors d'une rédaction, quel projet vous avez pour vous-même, etc. D'abord, il sera intéressant de voir que signifie être pilote de ligne. Alors, est-ce qu'on a affaire à un garçon ou à une fille en fonction de son âge? Parce qu'évidemment, le rapport à un métier est toujours en rapport avec l'image du métier et son imaginaire qui circule à travers les médias. Et donc, quand on a 12, 13, 14 ou 16 ans, quand on est une jeune fille, qu'on souhaite être pilote de ligne, voilà, qu'est-ce qu'on renvoie comme image de soi et aussi comme trajectoire sociale. Bon. Donc, je pense que le travail du conseiller, c'est un travail d'herméneute, c'est-à-dire travailler sur les significations, plutôt que de dire, bon, il y a une brochure de l'ONICEF, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, et qui répond en termes de type de baccalauréat, type de formation post-bac, etc., plus critères physiques. Bon. Alors l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut désirer être pilote de ligne à 12 ou 14 ans, et puis après décrocher sur ce projet, mais tout ce qu'on a mis en branle grâce à la figure du pilote de ce métier pilote de ligne, ça permettra de positionner le sujet sur des approches en termes de métier ou de profession qui seront, entre guillemets, plus réalistes ou plus abordables. D'autant que la question de l'orientation est souvent posée à des jeunes à un moment où la personnalité change énormément. Alors, on a un peu évoqué le rôle des enseignants, qui est très important quand même dans le cadre scolaire, sur ces questions d'orientation, parce qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, les conseillers d'orientation ne sont plus en position de monopole sur l'accompagnement des projets vocationnels, on va le dire de manière générale. Ce sont les enseignants, il y a le poids du nombre, hein, les conseillers d'orientation de moins en moins nombreux ne peuvent plus satisfaire aux demandes, donc ils se détachent en devenant des experts d'experts, hein, mais au quotidien, c'est le professeur, notamment principal, mais pas seulement, ou dans les différentes disciplines, il y a l'idée de faire le lien avec la vie sociale, économique, etc. Donc ça, et le rôle, alors, le rôle des enseignants, des experts, on l'a évoqué à travers les conseils d'orientation, le rôle aussi des chefs d'établissement, qui ont une fonction d'arbitrage important en cas de conflit, parce que il y a le désir du jeune, mais le désir du jeune peut entrer en conflit avec le désir de sa famille. Et la famille, en France en particulier, a un rôle très important. Il suffit de se rappeler la loi Abi qui définit l'éducation comme un complément à l'éducation familiale. Donc en France en particulier, le rôle de la famille dans l'éducation et l'orientation du jeune, surtout lorsqu'il est mineur, est très important. Alors, ça a été très important dans le passé parce qu'on avait une orientation fin de CM2, fin de 5e. Aujourd'hui, les orientations se déplacent vers le haut, c'est-à-dire vers le bac et au-delà du bac. Et donc là, on n'a plus affaire à des mineurs, on a affaire à des majeurs. Et donc les jeunes, aujourd'hui, ont une autonomie beaucoup plus grande dans l'expression de leur choix, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours plus simple, hein, mais ils ont une possibilité d'intervenir ou de revendiquer justement leur majorité sur ce terrain de l'orientation. Donc le déplacement vers le haut des paliers de l'orientation a accru la responsabilité des jeunes en matière d'orientation. C'est plus seulement l'apanage de la famille. Un dernier élément sur la remarque des mariages arrangés. Alors c'est vrai que le vocabulaire a changé. Hein, le vocabulaire a changé. Bon, les classes sociales également se sont modifiées. Il faut savoir que pendant quand même très longtemps, on distinguait une orientation bourgeoise et une orientation populaire. Prenons l'exemple des années 30, où se met en place justement une orientation bourgeoise, adossée au bureau universitaire de statistique et de documentation scolaire et professionnelle. Ça avait pour but justement d'accompagner les familles à haut statut, hein, dans l'accompagnement de leurs enfants. Pourquoi? Parce que les catastrophes économiques et guerrières ont ruiné des familles à haut statut, et donc il y avait l'inquiétude que deviendront nos enfants. Et à côté de cela, s'est créée une orientation populaire à travers les offices, puis les centres d'orientation professionnelle, qui sont devenus scolaires et professionnels. Et donc ces deux jeunesses ne se rencontraient pas. Il y avait l'école du peuple, que tu as évoqué très justement tout à l'heure, à travers l'école primaire et professionnelle, et puis l'école secondaire, qui avait son petit lycée et son orientation spécifique. Il a fallu attendre effectivement les années 60, et c'est intéressant d'ailleurs d'aujourd'hui d'évoquer les années 60 à travers notamment l'ouvrage de Louis Cros, L'explosion scolaire, ouvrage culte des années
1961 précisément, donc 60 ans après, et qui montre justement le changement complet d'orientation au sens idéologique et politique sur les rapports formation-emploi. Alors, mariage arrangé, le vocabulaire a changé. On peut dire qu'aujourd'hui, on ne parlera plus de mariage arrangé, mais il y a une sociologie du mariage, qui nous montre de manière à la fois quantitative et qualitative que, en fait, le mariage, c'est un acte social, même s'il est totalement intime. On choisit son partenaire amical, affectif, sexuel, amoureux. Il est totalement intime, mais il est complètement social. Hein. Et en ce sens-là, ma discipline a été fabriquée par Durkheim, qui a fait une sociologie du suicide en montrant de la même manière que les actes les plus intimes, dans la possibilité de se suicider et la possibilité de trouver un conjoint, les actes les plus intimes sont des actes qui obéissent également à des régularités sociales. Et d'une certaine manière, on peut dire que dans les mariages, d'une certaine manière, on trouve quelque part son semblable. Alors, évidemment, ça se voit moins dans les statistiques aujourd'hui parce on peut se marier à différents âges de la vie. Enfin, on se marie plus. Voilà, mariage ne veut plus dire la même chose sur un siècle. Hein. Mais néanmoins, il suffit de voir par exemple la sociologie des enseignants. Hein. Les enseignants, généralement, voilà, c'est une profession, on pourra en prendre d'autres, hein, ou les situations des médecins, par exemple. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une reproduction sociale à travers les choix, on va dire, intimistes, hein, qui ne sont pas des choix proprement socio-professionnels, qui relèvent de l'intime. Donc là, d'une certaine manière, le vocabulaire a changé, la manière d'en parler, elle a changé, les degrés de liberté par l'individu sont perçus de manière différente, mais voilà, nous restons marqués, y compris dans nos choix intimes, par des déterminations sociales très rigoureuses qui concernent le genre, l'orientation sexuelle, mais aussi le territoire, les dimensions aussi culturelles, interculturelles, etc. Et puis les traditions familiales. Merci. Alors là, il y a deux autres courants de la philosophie contemporaine du XXe siècle que tu as évoqué, ou en tout cas en filigrane en parlant d'énergie. C'est la notion d'élan vital chez Bergson, qui fait que la vie à la fois biologique et spirituelle, est toujours en excédent par rapport à ce que nous vivons à l'instant. C'est l'excès de la visée sur ce qui est visé qui fonde finalement, à mon avis, philosophiquement, le projet. Et puisqu'on évoquait aussi les États-Unis, au même moment de la culture du XXe siècle, le courant du pragmatisme américain, alors soit dans la personne de William James, un des fondateurs de la psychologie moderne, qui était un interlocuteur de Bergson, ils écrivaient l'un sur l'autre, et aussi de John Dewey, qui américain également, se réclamant du courant pragmatique, qui alors lui a fécondé directement les méthodes pédagogiques. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on termine l'entretien, si tu veux bien. Pour John Dewey, on apprend qu'en faisant, learning by doing, chose qui a été reprise de manière contemporaine et systématique par Célestin Freinet et puis les pédagogies dites alternatives ou institutionnelles. Voilà. Donc, Dewey était un philosophe du projet. Il a écrit beaucoup là-dessus, projet pédagogique. Et cette philosophie du projet, c'est un peu, mais peut-être que je caricature les choses, c'est à la fois l'absence de tout bouquet, c'est-à-dire que la littérature pédagogique que j'ai un peu fréquentée quand je travaillais à l'IUFM, parle sans arrêt du projet, mais sans vraiment le localiser, hein, d'une part. Et alors aussi, la grande découverte, c'est quand on est obligé de lire les instructions officielles de l'éducation nationale, toujours l'introduction, chapeau aux instructions officielles, qui donne les grandes lignes, et bien on pourrait les reprendre toutes
et on verrait qu'elles ont intégré, du moins dans la prose, l'idéologie officielle de l'éducation nationale. Ben oui, on apprend qu'en projet. Les méthodes actives ne sont pas citées en tant que telles, mais bien entendu, elles sont valorisées. Et enfin, peut-être ajouter, c'est une chose que l'on mesure moins, c'est qu'il y a des pédagogies du projet en dehors de l'école, hein. Je pense par exemple au CEMEA, les centres d'études Oui, oui, oui. actives, qui ont formé pendant des générations d'infirmiers psychiatriques, par exemple, ou d'autres institutions, hein, voilà. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une pratique pédagogique qui va dans le sens du projet d'un élève ou d'un jeune, voilà. Alors, oui, il y a beaucoup de choses tout à fait intéressantes et passionnantes qui demanderaient des approfondissements particuliers. On est parti de Bergson. J'ai une tendresse particulière pour la pensée de Bergson. Alors, il a été critiqué par le courant dominant positiviste de l'Institut national d'orientation professionnelle, dans la tradition Binet, Henri Piron, Maurice Reclin, Michel Hutto. Bon, on ne citait pas Bergson. Au motif que c'est une philosophie vitaliste et que bon, ça ne relève pas de savoir scientifique maîtrisé, transmissible, etc. etc. Bon, néanmoins, Frédéric Worms a montré l'actualité de la pensée de Bergson et je trouve que par plein d'aspects, c'est un auteur qui mérite d'être redécouvert aujourd'hui. Alors, il est vrai que ces questions d'orientation sont traversées par des conflits très importants qui sont liés aux conceptions de l'individu, aux conceptions de la société et des rapports entre l'individu et la société. Alors là, on ne l'a pas fait ici, mais il faudrait montrer l'importance du marxisme dans le développement de la pensée concernant l'orientation éducative en France. Euh, Pendant des décennies, quand on entrait à l'INETOP CNAM, l'Institut national d'orientation professionnelle, on voyait afficher l'humanité. Donc, l'important, et j'ai parlé de Pierre Naville tout à l'heure, donc le marxisme a probablement été l'une des idéologies les plus importantes au XXIe siècle pour questionner les pratiques d'orientation professionnelle, puis après d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, on pourrait citer effectivement en cohérence avec cela Célestin Freinet. Alors, je pense que tout le travail pédagogique qui a été fait à la fois par Philippe Mérieux et Jean Housset, ce sont deux de mes collègues qui ont vraiment fait un travail tout à fait conséquent pour redonner vie au texte fondateur de Célestin Freinet, mais d'autres, hein, pour montrer l'influence des idées de l'éducation nouvelle dans le domaine de l'orientation. Ça, c'est important. Alors, ça a donné lieu à un certain nombre de pratiques. Souvent, c'est des pratiques, on va dire, au départ minoritaires, souvent contestatrices par rapport aux pratiques dominantes des textes officiels, mais qui progressivement ont été, au moins à la marge, intégrées après dans les textes officiels, ce qui ne veut pas dire que les pratiques ont suivi, mais l'idée que il faut que l'enfant soit citoyen, qu'il y ait une éducation qui le socialise, faire place justement à la dimension de l'action et non pas une transmission passive du savoir, une révision aussi du concept d'autorité. Qu'est-ce qui fait autorité en matière d'orientation? Donc la question de l'autorité et de l'autorisation, hein, parce que formuler un projet, c'est s'autoriser soi-même. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé des parents ou du directeur d'école ou du chef d'établissement. Donc la question de l'autorisation et de l'autorité sont fondamentales sur la question de l'orientation. Et quand même, je voudrais qu'on ne se quitte pas sans rendre hommage. Rendre hommage à Mireille Delmas-Marty. On a évoqué tout à l'heure la question du droit, mais il y a vraiment un très gros travail à faire pour étudier dans le détail les textes, les lois et les règlements sur plus d'un siècle. Moi, j'ai essayé de recenser, je n'ai pas fait une étude d'exégèse, mais j'ai recensé tous les textes portant sur la question de l'orientation, au sens large du terme, de Jean-Jacques Rousseau, 1762 jusqu'à nos jours. Et vraiment, j'ai montré l'inflation des textes juridiques, alors textes, lois, règlements, lois d'orientation, décrets, etc., qui
configure une pensée éducative, mais aussi administrative et gestionnaire concernant l'orientation des élèves, quand je dis élèves, c'est au sens large, et aussi des étudiants. Et Madame Delmas-Marty a proposé une schématisation tout à fait intéressante à travers la thématique de la boussole. Alors, ce serait intéressant parce qu'elle en fait un objet d'actualité pour penser aujourd'hui la question de l'orientation, à travers le thème de la navigation. Enfin, il y a toute une pensée métaphorique chez Delmas-Marty que je trouve extraordinairement riche, intéressante, et je trouve que tous les penseurs en orientation devraient se mettre à son école. Et aussi les ouvertures qu'elle autorise et la mise en garde qu'elle met aujourd'hui en acte en disant attention, nous arrivons dans une société qui encadre le sujet. Et donc la question de la liberté des choix en orientation aujourd'hui est de plus en plus discutée parce qu'on a la prétention, je cite les textes patronaux, mais ils sont diffusés largement, on a la prétention de sécuriser, j'ai bien dit sécuriser, les parcours de vie personnels et professionnels. Bon, si on disait la même chose pour les parcours amoureux, ce serait une révolte sociale. Est-ce qu'en 68, on imaginait de sécuriser les parcours amoureux, hein? D'ailleurs, revenons à 68 quand même, parce que nous sommes quand même dans cette lignée-là. Ça a beaucoup joué, les théories, l'éducation nouvelle, etc. À côté de l'INETOP, il y avait ce slogan « Laissez-nous rêver ». Laissez-nous rêver. Et donc, oui, il est bien normal de faire l'inventaire des talents des jeunes, de leur réussite dans les différentes disciplines, mais au final, est-ce que la valeur de l'individu n'est pas liée profondément à la qualité de ses rêves, hein, qui lui permettent justement d'imaginer un futur qui est de moins en moins prévisible au sens d'une pédagogie du projet qui donnerait une forme préétablie à quelque chose de vivant qui, par définition, échappe à toute définition. Et donc, je crois que les horizons de pensée que nous propose Delmas Marcy, qui a été vraiment très judicieusement choisi comme étant notre mentor, notre marraine pour tous ces échanges de Cité Philo, je trouve que c'est un choix extrêmement pertinent et je crois que ça donnera l'envie à tous ceux qui se préoccupent d'orientation, de près ou de loin, de s'intéresser à sa pensée et à tous les conseils. Alors évidemment, on retrouve bien sûr la problématique de Dewey. Apprendre en se faisant, la question de l'agir est tout à fait fondamentale. Hein. Et donc là, on a vraiment des auteurs qui nous permettent d'établir de nouveaux liens pour penser globalement cette question d'orientation au sens où définit Edgar Morin. Et je terminerai par là, ce sera mon dernier point. Edgar Morin, et on peut utiliser sa méthode, même s'il ne parle pas d'orientation en tant que telle, il définit une conception holistique de l'existence qui prend en compte la dimension sociétale globale, mais en même temps en faisant du lien entre les disciplines et en pensant la thématique de la complexité. Et donc là, on a une approche non plus disciplinaire, au sens foucaldien du terme de l'orientation, mais on a là une ouverture transdisciplinaire qui permet de redonner une énergie, au sens énergie vitale de Bergson, pour repenser l'orientation à travers des paradigmes renouvelés. Merci Francis. Je précise pour les gens qui nous écoutent et qui nous écouteront qu'il s'agit de Mireille Delmas-Marty. Voilà, absolument. Qui était l'invité d'honneur de Cité Philo entre 24e édition. Et ben merci pour cet entretien, Francis, et à bientôt. Merci Jean-François, et à bientôt.